Hello hello et bienvenue sur la chaîne Investir comme elle. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amal. Salut Amal. Salut les filles. Alors Amal, tu es née où et quand? Alors, je suis née à Orléans et j'ai officiellement 25 ans, mais je pense que c'est 25 ans hors taxe. Voilà. Ok. Tu investis où? J'investis à Paris intramuros et également en province. Ok. Est-ce que tu fais plutôt de l'achat-revente ou du locatif? Les deux. C'est quoi ton objectif dans la vie? Être en bonne santé, heureuse. Ok, top. C'est quoi l'immobilier pour toi? L'un des moyens de pouvoir atteindre la liberté financière. Investir au féminin, est-ce que ça change quelque chose? Pour moi, non. Ok. Est-ce que tu as un mot pour le fun? Rocky Balboa. Amal, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelles sont ta ou tes activités aujourd'hui? Alors moi, je suis multitâche, hein. Je suis une sorte de couteau suisse. Je suis juriste, entrepreneur, investisseuse. Sachant que l'investissement immobilier, alors quand je dis investisseuse, c'est pas que dans l'immobilier. Je fais aussi un petit peu de crypto-monnaie. Mais pour moi, l'investissement, c'est de l'entrepreneuriat au sens global du terme quand même. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as investi dans l'immobilier? Moi, j'ai investi dans l'immobilier parce que j'en avais marre d'arriver à 8 heures du matin au boulot, de ressortir à 20 heures le soir, de surperformer, d'exploser les objectifs fixés par mon manager et au final, de ne jamais avoir de promotion, de ne jamais avoir d'augmentation et de voir des personnes faire du papotage avec les chefs du côté de la cafette et comprendre mieux le fonctionnement de l'entreprise que moi et évoluer plus que moi. En fait, plus profondément, je me suis rendu compte que échanger son temps contre de l'argent, c'était quelque chose qui me rendait dépendante d'un tiers pour mes sources de revenus. Et ça, c'était une grosse problématique pour moi. Je me suis très vite rendu compte qu'après, alors moi j'ai 3 bac plus 5. Voilà, j'ai un bac plus, si je cumule, j'ai bac plus 20 facile. Ok. Voilà, et je me suis retrouvée sur un job, j'ai été avocate en droit immobilier. J'ai bien gagné ma vie à un moment donné. Pour quand on quitte ce métier-là, pardon, je mets en même temps le téléphone un peu en, sinon ça va nous perturber. mais pour vite me rendre compte que le métier d'avocat était un métier top, mais très prenant, donc j'ai changé de métier pour devenir juriste. Et pour le coup, je gagnais ma vie pour le coup très modestement, à hauteur de 1 700 € net par mois. Ouais. Voilà, donc bon, il y a beaucoup de monde qui aimerait bien gagner 1 700 € net par mois, mais quand tu habites à Paris intramuros, 1 700, tu sens que tu es très serré en termes de budget. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je mendie à la limite des primes de 20 € bruts, 30 € bruts, et c'était juste pas faisable. C'est ça qui m'a lancée dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier. C'est de me dire, bon là, stop, faut que je commence à préparer la retraite. Au départ, c'était vraiment purement la retraite. Ok. Et du coup, comment tu es venue à l'immobilier en fait? Pourquoi l'immobilier du Tu coup? connaissais le secteur? Enfin, comment ça Pas du tout. En fait, pourquoi l'immobilier? Parce que lorsque j'étais toute jeune avocate, eh bien, il y avait personne qui voulait faire les expertises judiciaires en immobilier. Donc, on m'a dit, ma petite Amel, tu y vas.
Donc au début, on se moquait un petit peu de moi parce que j'arrivais sur les chantiers limite en petits talons collants et quand je montais les échelles, on regardait sous ma jupe. Moi, j'ai vite compris qu'il fallait trouver des vêtements de rechange pour les expertises immobilières. Mais pour le coup, j'ai trouvé que l'immobilier était une sorte de jeu juridique. C'est comme ça que j'ai connu l'immobilier. Mais tout en me disant qu'investir dans l'immobilier, que des gens qui avaient du patrimoine important, c'était des personnes riches. Et à l'époque, je voyais déjà des publicités de personnes qui disaient, voilà, vous pouvez devenir rentier, je suis partie de zéro, je suis devenue millionnaire. Et moi, j'étais très pratico-pratique en me disant, oui, mais concrètement, comment on fait avec la banque? C'est pas possible. Enfin, pour moi, il y avait une différence entre ce qui se disait sur Internet et la réalité. D'accord. Et au final, ça a été vraiment, moi, donc j'ai vécu un burn-out et j'ai eu ce déclic de me dire, bon, bah, finalement, il faut que je prépare ma retraite par moi-même, donc que je devienne propriétaire de ma résidence principale. Et c'est à l'occasion, donc résidence principale, hein, je traduis, hein, chez moi, à l'époque, j'habitais sur Paris Intramuros, donc je me suis dit, il faut que j'achète une chambre de bonne, parce que c'était vraiment la seule chose que je pouvais me payer sur Paris. Et je me suis dit, ok, j'ai eu beaucoup de critiques par rapport à ça de mes proches qui me disaient, mais avec ce que tu vas payer pour une chambre de bonne, achète-toi une maison en province. Moi, ma vie, elle était à Paris Intramuros, donc j'étais déterminée à acheter ma petite chambre de bonne de 15 mètres carrés sur Paris Intramuros. À l'époque, je payais 700 € de loyer pour une chambre de bonne et je me suis dit, autant mettre 700 € de crédit immobilier pour une chambre de bonne. Et il se trouve qu'à l'occasion de cette première affaire, j'ai pu obtenir 30% de réduction parce que j'ai eu une très forte négo à faire du fait d'une anomalie juridique que j'ai vue sur le dossier. Ouh, ok, ça marche. Voilà. Donc, au lieu de mettre 160 000 € d'emprunt, j'ai mis 110 000 €. Et pour le coup, je me suis retrouvée propriétaire, mais avec un crédit beaucoup plus faible. Et là, j'ai dit, mais en gros, c'était comme si j'obtenais une promotion avec une augmentation de 325 € par mois. J'avais fait le calcul, 325 € par mois. Génial. Énorme. Et là, je me suis dit, là, ma cocotte, en 3 mois, tu t'es bougé. En 3 mois, tu as fait ta propre augmentation. Donc, pourquoi je ne le referais pas une deuxième fois? C'est mon expérience personnelle qui m'a convaincue qu'avec un minimum de méthode et de travail, oui, l'investissement immobilier, ça peut apporter de l'argent. Mais avec beaucoup plus de vigilance que ce qu'on peut entendre sur Internet. Et du coup, est-ce que c'est l'immobilier qui t'a fait quitter donc ton job? Comment ça s'est passé pour toi? Ben moi, j'ai enchaîné sur Paris Intramuros. J'en ai fait 1, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3, j'en ai fait jusqu'à 5. Et ensuite, on m'a dit, mais c'est pas possible au niveau des banques, mais tu vas être endetté. Après, j'ai continué, j'ai enchaîné sur des immeubles en province. Donc là, je viens d'acquérir mon 7e immeuble. Yes, bravo. Voilà, donc ça cumule, mais toujours étape par étape, hein, parce que c'est l'idée de ne pas de dire j'ai beaucoup d'appartements, regardez, j'ai du patrimoine, etc. Mais c'est de dire que en fait, quand on veut mettre en place un plan d'action rigoureux, efficace et réitérer les choses qui fonctionnent bien, on peut arriver à des hauts résultats. Et en fait, moi, je suis plutôt allée dans le sens de ne pas quitter mon CDI jusqu'à une stabilisation de mon parc immobilier. Là encore, je pense que ça me différencie de beaucoup de personnes que je vois un petit peu toujours sur les réseaux sociaux, qui au bout de 2-3 biens, ça y est, ils sont rentiers et ça y est, ils vivent de l'immobilier. Moi, j'ai toujours eu une perception long terme, sécurisée, et de me dire, tant qu'il y a un CDI qui permet d'emprunter, eh bien, on emprunte. Et puis ensuite, c'est là que l'entrepreneuriat est venu pour venir remplacer tout ça. Et alors, je sors un peu du fil du coup. Du coup, donc il y a un moment où tu étais encore en CDI et donc tu gérais quand même déjà un certain nombre de biens. Est-ce que tu les gérais toi-même? Est-ce que tu déléguais? Comment tu t'organisais? Jusqu'au 4e bien, je gérais moi-même. Et à un moment donné, trop de charge mentale, trop de... Enfin voilà... J'avais besoin au départ de mettre la main dans le cambouis, mais après le nombre a fait que c'est juste pas possible de pouvoir gérer. Mais même sur des biens qui étaient à côté de chez moi en fait, je n'avais plus le temps et je n'avais plus l'envie. Okay. Mais le fait de l'avoir fait par moi-même, ça m'a permis de me rendre compte des bons process
Et c'est encore plus indispensable quand tu investis loin de chez toi. Et pour le coup, mes immeubles de rapport, c'est vrai que les agences immobilières, faut les manager, les driver. Et c'est avec l'expérience d'avoir fait moi-même que ça se passe plutôt bien. Alors, c'est une très bonne transition du coup sur comment est-ce que tu as choisi les secteurs où tu investis. Tu nous dis Paris intramuros, province, comment tu as fait ces choix? Le choix de la province ou de Paris? Les deux. Les deux. Alors Paris, à l'époque, je n'avais vraiment pas les moyens de me déplacer. Et j'habitais à Paris intramuros. Donc, soit je prenais le temps de m'éloigner de mon lieu d'habitation et de mon travail pour faire des visites, et j'avais même pas le temps de ça. Ou soit je prenais le temps de le faire sur Paris intramuros, mais ça a été l'enfer. Ok. Donc, je précise, parce qu'on pourrait se dire, ah ben tiens, elle a investi sur Paris, elle en a eu 5, donc c'est facile. C'est très difficile. J'ai fait vraiment la méthode de la chouette, c'est-à-dire une méthode que j'ai créée, que j'ai labellisée, les yeux grands ouverts sur les annonces, le bon coin, se loger, et je pianotais à chaque fois pour rafraîchir, et dès qu'il y avait une annonce, je sautais dessus. Je réseautais matin, midi et soir, je faisais des visites, même le dimanche. J'étais même en concurrence avec des marchands de biens qui voulaient me recruter pour que je puisse travailler avec leur team. Ce que j'ai fait pendant 2-3 mois avec un marchand de biens. J'en ai beaucoup appris d'ailleurs à cette occasion. Et pour le coup, donc moi, mon critère Paris intramuros, c'était que c'était à côté de chez moi, mais je savais que j'achetais de la valeur. Voilà. Et j'ai bien fait parce qu'à l'époque, on me disait, mais 10 000 € du mètre carré, mais c'est pas rentable. Aujourd'hui, c'est 15 000 € du mètre carré. C'est clair. Voilà, aujourd'hui, mon premier studio, c'est le fameux sur lequel j'ai négocié 30%. Il me reste 80 000 € en capital restant dû à payer. Il vaut 190 000. Génial. Okay. C'est un truc de fou. Il n'y a que Paris qui peut apporter ça. Enfin, pratiquement que Paris. Et pour le coup, ce qui m'a amené à diversifier en province, c'est la réglementation parisienne sur l'encadrement des loyers, qui amène à un petit peu moins comment on appelle ça, de flexibilité, de possibilités, voilà, un peu moins de marge de manœuvre. Voilà, c'est ce que je cherchais mes mots. Et pour le coup, province, mon critère, c'est qu'il fallait que ça soit rentable et sur une distance qui me permettait de faire un aller-retour dans la journée. Ok. Donc genre quoi, 2 heures? Non, enfin en train ou en voiture? Entre 2 à 3 heures en voiture. Ok. Voilà. C'est-à-dire que si jamais il y a un souci, concrètement, je dois être capable de pouvoir partir à 7 heures du matin et revenir le soir à 20 heures. Okay. Et aujourd'hui, dans ton parc locatif, est-ce que tu as différentes typologies d'exploitation du type colocation, Airbnb ou voilà, tout coloc, LCD, nu, meublé, je fais tout. Ok, c'est un choix de ta part parce que tu aimes être diversifié ou ça c'est un choix de ma part, mais alors je temporise, c'est que ce que je préfère c'est la location nue. Okay. Ah, d'accord. Pourquoi ? Parce que ça se passe tout seul. C'est ce qui demande le moins de travail. Ouais, ok. Parce que la coloc, c'est du boulot. La LCD, c'est du boulot. Le meublé, j'ai pas trop le choix d'en faire sur Paris, parce que c'est ça qui fonctionne. Donc, je fais ce qui fonctionne, et c'est ça qui m'amène à définir le mode d'exploitation. J'ai voulu aussi diversifier pour apprendre à savoir tout faire. Mais quitte à choisir, ma coloc, demain, si je dois la faire passer en location nue à une famille, ça me posera aucun problème. Je préfère avoir parfois un peu moins de cash flow, mais être un peu plus sur de la tranquillité en termes de gestion. Ok, génial. Et donc là, aujourd'hui, en l'état actuel, donc tu as des revenus issus de l'immobilier, tu es par ailleurs entrepreneur, donc tes revenus, tu les tires de ces 2 sources-là. C'est comme ça que tu travailles ? Oui, j'ai un programme d'accompagnement, j'ai une agence immobilière, ce sont mes activités d'entrepreneur, et l'immobilier également, qui me procure des revenus mais que je ne touche pas. Ok. Alors pour une raison très simple, et c'est pour ça que j'ai une conception un peu différente des rentiers de l'immobilier partis de zéro et en 2 ans sous les cocotiers à Bali, n'est-ce pas, en Lamborghini. Voilà. C'est que en fait tout ce patrimoine-là, à un moment donné, il se détériore. Ouais. Il y a vraiment besoin de pouvoir le rafraîchir, de pouvoir maintenir des bons locataires avec vraiment
des appartements qui doivent être sur un minimum de standing. Et puis quand on achète des immeubles, il y a la toiture, il y a le ravalement, il y a les parties communes qui sont des charges fortes. Donc moi, tout le cash que j'ai sur le patrimoine immobilier, moi je le conserve pour faire plaisir aux banques déjà, ce qui me permet de continuer à enchaîner. Et aussi pour moi, par mesure de précaution, pour gérer les éventuels impayés, même si j'ai des garanties dans tous les sens. Et surtout les entretiens. Parce que demain, c'est bien beau de dire j'ai 7 immeubles, mais allez, hop, je touche du bois. Si jamais j'ai 7 toitures à refaire du jour au lendemain, comment je fais si j'ai pas de cash? Voilà. Donc l'immobilier, j'engrange du cash, mais j'en fais pas n'importe quoi. Je pourrais en vivre, mais c'est pas ce que je fais. Je provisionne vraiment pour l'avenir. Merci pour ce partage franc. Nous, on aime beaucoup. Et je pense que c'est une vision qu'on partage aussi. Moi, je fais pareil. Ouais, on fait toutes les deux pareil. Est-ce que tu parlais de tes activités entrepreneuriales? Tu as dit que tu as un organisme de formation. Tu formes dans quel domaine? L'investissement immobilier. Ok, c'est tout. J'attendais la suite de la question. Non, c'était pour savoir. Alors, moi, j'ai une autre question pour toi. Donc, Corinne a un peu abordé la question tout à l'heure. Oui. Investir et être une femme, est-ce que ça change quelque chose? Donc, tu as dit non tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que ça a un impact ou est-ce que ça a eu un impact pour toi? Alors, en fait, pour moi, il n'y a pas une manière féminine d'investir dans l'immobilier. Okay. C'est pour ça que l'investissement immobilier, pour moi, c'est pas un concept. Mais je suis un peu garçon manqué, donc je suis pas forcément le bon exemple. Voilà. Je considère que le fait d'être une nana ne te désavantage pas intrinsèquement. Enfin, il n'y a pas un process différent entre être un homme et une femme quand tu veux investir dans l'immobilier. Okay. En revanche, c'est vrai que c'est un milieu qui est masculin, que parfois sur les travaux, on peut te prendre pour la nénette qui est là et qui comprend rien à rien. En termes de négo sur la banque, sur les dossiers, tu peux avoir parfois un peu de mal parce que tu es face à t'es sur un milieu qui est typiquement masculin, mais c'est du caractère à travailler et c'est pas propre aux femmes. Okay. Moi, j'accompagne des femmes et des hommes, et notamment des hommes sur le terrain pour chercher un immeuble de rapport, et j'ai beaucoup plus de force de négociation qu'eux. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme sur l'investissement immobilier. Je sais qu'il y a tout un mouvement de girl power, oui, on est des filles, donc mais pour moi, voilà, j'ai peut-être un petit côté garçon manqué, mais je vois absolument pas de différence entre le fait d'être une femme ou un homme pour investir dans l'immobilier. Ok, génial, top. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est ta situation familiale? Est-ce que tu investis seule, en couple, en association ou autre? Alors, moi je suis mariée et j'ai la chance d'être la maman d'un petit bout de chou qui a 10 mois et qui est trop mignon. Qui est objectivement trop mignon. Et j'investis seule. Ok, d'accord. Monsieur est lui-même aussi investisseur immobilier. Il a un gros parc immobilier de son côté. Moi, j'en avais un aussi de mon côté. Quand on s'est rencontrés, on avait chacun notre parc immobilier. Et aujourd'hui qu'on est mariés, on est chacun sur le développement de notre patrimoine propre. Voilà. Génial, super. Alors, qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier? La paperasse. Ok, ça marche. C'est vraiment... ça, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur le sujet du burn-out immobilier. Je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Quand tu commences à cumuler du patrimoine, tu as un avis de taxe foncière par-ci, tu as un avis de taxe foncière par-là, tu as des échéances qui tombent. Tu as des courriers qui sont à différents endroits, à différentes adresses. Il faut faire des réexpéditions, il faut faire de la pré-compta. Il faut avoir un bon comptable qui te dépose les bilans à temps. C'est un vrai sujet pour moi. J'en ai pratiquement développé une phobie administrative. Donc, je suis entourée. Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai une personne que j'ai dans mon équipe et qui s'occupe de 95% des sujets traitables. Après, il y a encore 5% où je dois encore intervenir. Mais pour moi, ce que je déteste, c'est vraiment la paperasse.
Ok. C'est hyper intéressant parce que du coup, tu as mis en place quand même des process pour pouvoir, entre parenthèses, déléguer eh bien, cette chose que tu détestes en fait. Donc ça, Ouais. c'est Ah ça. ben, là, je pourrais faire une formation sur le sujet. Hein. Moi, le courrier, il arrive, il est à telle adresse, il est automatiquement scanné, ensuite il est traité, après il est sur Dropbox, après ensuite, hop, QuickBooks, on fait l'analyse des écritures, on complète. Enfin, vraiment, c'est un orchestre en fait, hein, mon truc. Hein. Ok. Ah ouais, non, vraiment nécessaire parce que c'est un truc que je déteste faire. Mais c'est bien, du coup, de faire un truc que tu détestes, ben, tu règles le problème en automatisant. Et ouais, c'est génial. Tu fais pas l'autruche. Tu te dis, ok, ça m'emmerde vraiment, donc qu'est-ce que je trouve comme solution? Ouais, après, là, j'ai fait un résumé en accéléré. Hein. Oui. Et le problème de ça, c'est de trouver les compétences pour pouvoir t'accompagner sur l'administratif. Ouais. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, hein, si tu t'accompagnes, tu as accompagné de personnes qui sont pas carrées, ça peut clairement te mettre en difficulté. Ah oui. Et au final, tu manages des personnes pour te rendre compte qu'elles sont en retard et ça te met dans le stress. Ouais. Et c'est pas du tout la solution. Donc, trouver des personnes compétentes qui vont bien comprendre ton niveau d'exigence et suivre ton niveau d'exigence, ça, de toute façon, c'est le problème de l'entrepreneuriat. C'est clair. Oui, plus généralement. Le recrutement. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu préfères dans l'immobilier? Ce que je préfère dans l'immobilier, c'est la négociation. J'aime beaucoup la négociation. Et c'est surtout la création de valeur. Le fait de te dire, bah voilà, j'achète un bien et pour le coup, je l'exploite et j'arrive au résultat que j'ai envie de produire. C'est ça qui me plaît en fait, de travailler un produit. Ok. Alors, est-ce que dans ton parcours d'entrepreneur, j'utilise ce mot effectivement parce que tu es une entrepreneur, tu as eu des mentors ou des personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont appris, et est-ce que tu souhaites en parler si tu as eu des personnes comme ça? Alors, mon mari m'inspire beaucoup. D'ailleurs, je veux le dire, hein, puisque ça s'est entendu, hein, monsieur a actionné l'imprimante alors que nous sommes en pleine interview. C'est un bruit de fond qui s'est entendu. On n'a pas entendu. Mesdemoiselles les téléspectatrices, voilà, c'est ce bruit-là. Voilà. Non, mon mari, c'est quelqu'un qui est sportif de haut niveau et investisseur immobilier. Donc, il a vraiment un mental très fort d'Ironman, puisqu'il a Ironman. Okay. Et pour le coup, lui, il m'inspire beaucoup. Il m'inspire beaucoup parce qu'il est tout le temps dans la positivité, tout le temps. En fait, quand t'es marié à quelqu'un qui est comme ça, t'es tout le temps au top, quoi. Voilà. Donc c'est lui qui m'inspire. Et puis mon petit bout de chou. Voilà, parce que comme ça, quand il regardera cette vidéo dans plusieurs années, il se dira que il y a une petite dédicace pour lui. Excellent. Voilà. Ok. Alors, il y a une petite phrase qui dit « L'immobilier n'est pas de tout repos ». Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager pour illustrer cette phrase? Oula, mais moi j'en ai plein, moi. Moi j'ai tout un bouquin. Ah oui, c'est pour ça. Le summum, je sais pas. Ah non, le summum, j'en ai plein des summums. J'en ai plein. Mais alors, je vais me permettre d'en donner 3 exemples. Ok. Je peux me permettre? Bien sûr. Le premier exemple, c'est un exemple dont je me tiendrai toute ma vie parce que j'étais toute jeune investisseuse immobilier et tout se passait bien jusqu'à ce que je fasse des travaux sur un studio totalement refait à neuf, un petit studio à Paris dans le 15e, tout mignon, tout beau. Et j'avais une locataire qui venait de l'Inde, toute seule, voilà, sans être accompagnée de qui que ce soit en Inde, de l'Inde, pour venir dans ce studio-là. Elle rentre dans les lieux le 1er juillet et le 2 juillet, elle a un dégât des eaux de malade. Parce qu'il y a un tuyau des parties communes qui passe dans l'appartement et qui a pété. Wow. Qui en est sorti, c'est pas que de l'eau. Hein. Oh merde. Voilà, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc j'ai dû trouver des solutions d'hébergement pour cette jeune fille qui savait pas du tout où aller, qui sait pas parler français, etc.
Et puis j'ai dû nettoyer la mélasse. Et puis assurance. Et puis trouver des solutions pour réparer ce gros problème qui s'est répercuté sur tout l'immeuble. J'étais toute nouvelle arrivant dans l'immeuble, donc voilà, j'étais le grand méchant loup. Ah bah oui, c'est vous qui avez fait des travaux alors que j'avais rien fait. Donc ça m'a marqué quand même parce que l'investissement immobilier, c'est aussi désolé du terme, mais c'est aussi gérer des merdes comme ça. Hein. Voilà, donc j'ai eu ça. J'ai eu aussi un stade un peu plus aguerri, même carrément plus aguerri, où j'ai été. Si ça m'était arrivé en tout début de parcours, je pense que j'aurais pris un Lexomil, j'aurais dit l'investissement immobilier, stop. Mais c'est vrai que j'ai eu la surprise d'avoir une sortie de locataire où le locataire était atteint d'un syndrome de Diogène, enfin le syndrome, j'arrive jamais à le dire, mais le syndrome des personnes qui laissent leur appartement hyper dégueulasse. Qui gardent tout et qui... C'est ça. Donc là, il a fallu 8 bennes de poubelle. Ça m'a coûté 3 500 € en négociant, parce que normalement, les prestats qui font ça, c'est des prestats qui interviennent sur des scènes de crime. Ah putain, c'est chaud. J'ose même pas, je vais pas dire ce qu'il y avait dans l'appartement, parce que sinon, les gens vont quitter la vidéo pour aller vomir. Voilà. Et puis investir. Voilà. Donc ça marque parce que ça puait jusque dans la rue. Donc voilà, je fais un résumé très rapide de comment j'ai fait sortir cette personne qui au final s'est retrouvée en prison. Enfin bref. Et le troisième épisode, où là aussi ça peut te calmer sur l'investissement immobilier, c'est quand on t'appelle pour te dire qu'il y a le feu dans ton immeuble. Ah ouais. Alors là, ça te calme. Et qu'on te dit que ton locataire, il est peut-être dans l'appartement et qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc tu sais pas si tu as un blessé ou pire que ça. Ah, c'est chaud, ça. Voilà. Donc là, c'est là que j'étais bien contente d'être bien en termes d'assurance, d'avoir bien checké ma PNO. Et au final, ça s'est très bien passé parce que ça m'a permis de sortir ce locataire qui n'était pas un locataire hyper top pour l'immeuble, et finalement d'avoir des indemnités qui vont me permettre de refaire un appartement à neuf, aux frais de la compagnie d'assurance. Mais sur le coup, t'as quand même une petite goutte, quoi. Ouais. Voilà, petite goutte. Petite goutte alors que t'es quand même aguerri. Alors que si ça t'arrive sur ton premier achat, là tu te dis ouais. Pourquoi quoi? Pourquoi voilà. C'est un petit échantillon de choses qui peuvent arriver sur l'investissement immobilier, mais je rassure aussi, l'investissement immobilier, pour le coup, pourquoi je suis tout le temps aussi passionnée que le premier jour, c'est parce que ça permet d'entrevoir l'avenir, de maîtriser son destin, et ça rapporte du cash, donc ça permet de se dire qu'on a bien fait de se lancer sur des choses qui peuvent occasionner des problèmes, mais qui construisent la liberté financière au final. Donc ça vaut la peine, hein. Là, parce que peut-être que je vous ai déprimé. Non, quand même. Non. Non, mais c'est bien aussi parce que on a envie de montrer les bons côtés, évidemment, mais on a envie aussi d'être authentique et de dire voilà, c'est aussi des merdes, faut le savoir. Oui, de toute façon. Ouais. Ah oui, mais ça, je peux faire. On peut rester une demi-heure à parler des merdes. Ça marche. Alors, on va terminer notre petite interview. Donc, si tu te retrouvais face à une personne qui souhaite démarrer dans l'investissement immobilier, qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil au vu de ton expérience? Moi, je lui dirais de se lancer réellement. Parce qu'il y en a plein qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier. Il y en a plein. Et puis 2 ans après, 3 ans après. Alors, c'est des personnes qui font tous les séminaires du monde. Très souvent. J'exagère un peu le trait, mais c'est pour un petit peu faire un électrochoc, là, pour les personnes qui nous regardent. Il y en a plein qui sont motivés. Hein. Motivés par l'investissement immobilier, t'en ramasses à l'appel. Par contre, le passage à l'action, c'est un peu, moi je compare ça au phénomène du régime. Tu manges la bûche à Noël, et puis après tu montes sur la balance vers le 28 décembre. Donc tu te dis que bonne résolution, tu vas perdre tes petits kilos nécessaires à la rentrée. Donc les salles de sport sont blindées pour les inscriptions au mois de janvier. Mi-janvier, il n'y a plus personne. Hein. C'est-à-dire qu'entre la volonté et le passage à l'action,
il y a vraiment tout un process. Et ça, c'est super important de l'avoir en tête et déjà de trouver son pourquoi dans l'investissement immobilier. Pourquoi vous voulez le faire? Moi, aujourd'hui, je suis toujours autant motivée parce que moi, je le vois depuis des années. La retraite, on ne va pas en avoir. C'est le moyen de ne plus dépendre d'un tiers pour avoir un niveau de revenu. Le confinement, ça quand même, il y a des gens qui ont perdu leur boulot parce que, l'économie n'était pas au rendez-vous à cause du confinement. Donc, on est maître de son destin. Moi, le conseil que je donnerais à une personne qui veut se lancer, c'est lancez-vous. Pour de vrai. Lancez-vous, pour de vrai. Et aussi, voilà, non mais vraiment, lancez-vous, c'est bien, mais lancez-vous. Voilà, lancez-vous. Et en revanche, c'est pas une manière de... Enfin, là, ça va passer pour la marketeuse qui fait un peu de la publicité pour elle, mais c'est pas le but. Faites attention dans quoi vous vous lancez et comment vous faites accompagner. Ouais. Clairement, moi je le dis, clairement, la personne qui vous raconte qu'en un an, avec 2 appartements, rentiers en immobilier, il n'y a pas de problème, et c'est une personne qui ne vous parle jamais de problème, oubliez ça. Ouais. Essayez de faire les choses par vous-même, mais si vous n'y arrivez pas, faites-vous accompagner, pas former, pas avoir des vidéos qui sont balancées sur Internet ou bien sur une formation payante, parce que c'est pas des vidéos qui vont vous faire passer à l'action. Et si vous voulez avoir l'ultra motivation, moi c'est une saga que j'adore et qui montre que j'ai vraiment 25 ans hors taxe et avec une bonne taxe. C'est vraiment Rocky Balboa en fait. C'est le film de Rocky. Mais oui, c'est ce petit gars qui est au fond de la boucherie, qui est en train de taper sur de la viande et qui veut devenir champion de boxe et qui au final va vraiment devenir champion, mais il s'est bougé la nénette quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, mais la réalité, ça va être ça. Ça va être payant, mais là, au moment où on fait cette interview, il fait moche, il pleut, et ben c'est quand il fait moche et qu'il pleut qu'il faut sortir aller faire des visites, se motiver, aller voir les banques, aller voir des experts comptables, aller à des séminaires, rencontrer des gens, se former. Il faut sortir et se bouger de chez soi et de son ordinateur et se lancer. Faites au moins des visites, posez des questions. Et aussi... Autre question, autre conseil, dernier conseil, sinon je vais pipeleter comme ça pendant des heures. Méfiez-vous aussi des réseaux sociaux. Si vous avez des questions, par exemple une question sur la fiscalité, moi je vois des gens aller sur des groupes Facebook, par exemple, pour poser des questions. Mais est-ce que vous connaissez la compétence de la personne qui va vous répondre? Bien sûr. En fait, c'est l'investissement immobilier, c'est pas acheter une baguette de pain. Voilà, c'est acheter un appartement, peut-être un deuxième, déjà, juste acheter un appartement, c'est très bien. Acheter 2 appartements, vous êtes déjà beaucoup plus au-dessus que la moyenne des personnes qui investissent dans l'immobilier. Donc, je parle pas d'avoir des objectifs de 20, 30, 40, 50, 60 appartements. Mais c'est quelque chose qui est sérieux. Il faut faire les choses sérieusement. Voilà. Mais toujours en se disant, on sort de chez soi, on sort de Netflix, voilà, et on va dehors. Et même s'il fait moche, même s'il fait froid, eh bien, au contraire, c'est dans ces moments-là qu'il faut aller faire des visites, négocier, parler, échanger. Ok. Écoute, merci. C'est le mot de la fin. Ouais. Merci Amal pour tout ton partage. Et puis, je te dis à très vite dans une rencontre peut-être ou dans une prochaine vidéo. À bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.